Thème d'histoire sur les échelles de gouvernement dans le monde, nous avions déjà vu l'échelle nationale avec gouverner la France. Nous allons maintenant passer dans un deuxième chapitre à l'échelle régionale avec le projet d'une Europe politique après le congrès de La Haye. Ce chapitre fera l'objet de 2 vidéos dont voici la première. Nous allons commencer donc par définir les termes du sujet comme pour une introduction de composition. D'abord, un projet. Un projet, c'est un objectif qui va être partagé ou non, les moyens pour y parvenir, et la réalisation n'est pas certaine. L'Europe pose également problème, car ses contours sont très flous, on ne sait pas exactement comment la définir, si c'est un continent ou est-ce qu'on l'arrête à l'Est par exemple. Est-ce que c'est l'Union européenne? Non, elle est sans doute plus large. L'Europe politique en plus, c'est-à-dire qu'on va toucher au fonctionnement des États, on ne pourra pas étudier que l'économie qui fait sens au niveau européen. Et puis nous allons commencer notre étude avec le congrès fondateur de La Haye en 1948. Nous arrivons donc à cette problématique, dans quelle mesure un projet politique européen s'est-il développé et avec quelles limites? Nous verrons tout d'abord donc la naissance de ce projet européen, ou de ces projets européens d'ailleurs, de 1948 à la fin des années 60, avec d'abord l'idée que ce projet est un espoir de paix, dans une Europe cependant coupée en deux entre 48 et 49, c'est-à-dire avec le début de la guerre froide. Voire d'États-Unis d'Europe est très ancienne. On la trouve par exemple sous la plume de Victor Hugo au XIXe siècle. Ici, plus concrètement, on la voit portée par Aristide Briand, un homme politique français, d'ailleurs prix Nobel de la paix en 1926. Il est représenté comme un Moïse qui guide le peuple vers cette terre promise de paix, de prospérité, que seraient les États-Unis d'Europe, représentés ici sous la forme d'un soleil levant, c'est-à-dire de l'avenir. Cette idée connaît un regain après la Seconde Guerre mondiale, notamment à l'initiative de résistants ou dans le cadre de la réconciliation franco-allemande par ceux que l'on appelle les pères de l'Europe. Vous en avez 4 ici, on pourrait étendre cette liste. Donc, par exemple, Robert Schuman, un Français, l'Allemand Konrad Adenauer, qui sera chancelier de RFA, l'Italien Alcide de Gasperi, ou encore le commissaire au plan français Jean Monnet, dont nous avions parlé dans le chapitre Gouverner la France. Entre l'URSS et les États-Unis, ces derniers font pression pour souder l'Ouest, de manière à faire un bloc contre l'Est. L'idée d'une union apparaît également pour les pays de l'Ouest de l'Europe comme un moyen d'exister sur la scène internationale dans un monde bipolaire. On voit sur ce dessin cette crainte de la progression soviétique. Il s'agit d'un dessin allemand qui représente les différents États avec les barrières douanières qui sont représentées ici de manière concrète. Vous voyez en bas ce qui correspondrait en fait à une bulle dans nos dessins actuels, où on demande à chacun de retirer les barrières douanières qui sont à l'intérieur entre les pays pour les apporter toutes de manière à construire une barricade solide contre l'Est, contre l'avancée de cette ours soviétique qui avance sur des patins roulettes qui sont des chenilles de tank. Lorsque s'élabore une première réflexion sur ce que serait l'union de l'Europe, l'URSS refuse que les pays de l'Est participent aux négociations. En 1948, le Premier ministre britannique Churchill dirige une réunion de 18 pays qui se tient à La Haye, aux Pays-Bas. Elle s'organise en 3 commissions, économiques et sociales, culturelles et politiques, qui réfléchissent aux formes d'union possibles. 2 visions du projet européen apparaissent déjà qui ne sont pas compatibles. D'une part, celle des unionistes, qui souhaitent une simple coopération qui respecte la souveraineté, c'est-à-dire la capacité de décision autonome des États, et d'autre part, celui des fédéralistes qui veulent un projet supranational, c'est-à-dire qui pourrait s'imposer aux États. Malgré les divergences qui demeurent, cette réunion permet un renouveau du projet européen. Suite du congrès de La Haye est créé en 1949 le Conseil de l'Europe, qui reprend les discussions dans ces 3 domaines en ajoutant l'idée de défendre une forme de civilisation européenne dans laquelle les droits de l'homme sont centraux. Vous voyez sur cette carte les membres fondateurs de ce Conseil de l'Europe, auxquels se sont ajoutés progressivement, plus encore avec la fin de la guerre froide, d'autres États membres qui dépassent, vous voyez, largement les limites de l'Union européenne. Il faudra donc veiller à ne pas confondre le Conseil de l'Europe, qui existe toujours aujourd'hui, qui veille notamment aux droits de l'homme, et l'Union européenne, qui est tout à fait indépendante.
Alors nous pouvons voir dans une deuxième sous-partie que le projet politique européen est en panne, mais que se forme une union économique, notamment à partir de 1949, et nous irons jusqu'en 1962. Ce projet européen fait face à de nombreuses résistances. Les communistes notamment s'y opposent, craignant une construction trop influencée par les États-Unis. En France, les gaullistes rejettent également ce qui mettrait en cause la souveraineté nationale. Le Royaume-Uni, quant à lui, préfère privilégier ses liens avec les États-Unis et le Commonwealth, tout en soutenant une construction européenne pour les autres pays d'Europe de l'Ouest, y voyant un gage de paix. Ces alliances, qui sont perçues comme des alliances de raison, sont dénoncées ici dans ce dessin d'Efimov, où on voit un mariage entre la France et une Allemagne, dont on identifie clairement le passé nazi, qui serait contraignante, mais pour des motifs économiques, on le voit notamment par les États-Unis qui célèbrent cette union avec la signature des dollars. Le dessin que nous venons d'étudier a été publié au moment du plan Schuman qui aboutit peu après à la création de la CECA. Robert Schuman, le ministre français des Affaires étrangères, et Jean Monnet, le commissaire au plan, s'engagent dans la réconciliation franco-allemande et permettent qu'en avril 1951, un traité soit signé, créant cette communauté économique du charbon et de l'acier, une communauté dotée de pouvoirs supranationaux et rassemblant 6 États. On le voit sur ce dessin. La suspicion, la défiance constituaient un fossé qui séparait les États européens et notamment la France en bas et l'Allemagne en arrière-plan, que le plan du charbon et de l'acier, cette barre d'acier que vous voyez ici sur le dessin, va pouvoir surmonter en formant comme un pont entre les deux États. Cette alliance met en effet en jeu des ressources stratégiques pour les États membres qui sont dépendants, dont l'économie est dépendante à ce moment-là, et donc qui seront moins enclins à se faire la guerre à partir du moment où la gestion de cette ressource est partagée. On voit ici les institutions supranationales qui sont prévues, c'est-à-dire une haute autorité qui est responsable non devant les États, mais devant une assemblée européenne. Un projet d'armée commune est également proposé par la France. Celle-ci, en effet, s'oppose à ce que la RFA, l'Allemagne de l'Ouest, soit réarmée comme le souhaiteraient le Royaume-Uni et les États-Unis dans le contexte de guerre froide. L'Allemagne de l'Ouest, en effet, est en première ligne face au bloc de l'Est. En compensation, les Français proposent cette communauté européenne de défense, mais elle ne voit jamais le jour, car les députés français pourtant la repoussent au nom de la défense de la souveraineté de l'État et par crainte de l'Allemagne. C'est ce qu'on voit illustré sur cette affiche du Parti communiste. On voit par le logo CED reporté sur le casque que les Allemands détourneraient la fonction de cette armée commune selon les communistes. On rappelle les 3 précédentes invasions dans le cadre des guerres de 1870, de 1914 et de 1939, soulignées par cette armée qui se profile sur le casque, une armée d'ailleurs de plusieurs époques. On voit au premier plan des soldats de la Seconde Guerre mondiale et à l'arrière-plan des soldats de l'armée prussienne de 1870. La silhouette globale de ce soldat allemand est menaçante, on le voit par le côté sombre, par le fait qu'elle semble déshumanisée, et ce soldat souffle sur un village français qu'il détruit. C'est donc finalement au sein de l'OTAN que la RFA est réarmée, imposant ainsi la volonté des États-Unis. En parallèle, la CECA propose également un marché commun qui est également refusé pour des questions de souveraineté des États. Ces échecs marquent un coup d'arrêt à la construction d'une Europe politique. Face à cette impasse de la construction d'une Europe politique, les États membres se concentrent sur une union économique. Il signe ainsi les traités de Rome le 25 mars 1957 qui crée la CEE, la Communauté économique européenne, ainsi qu'Euratom, un accord sur l'énergie atomique. C'est ce qui est représenté sur ce dessin à droite où l'on voit les différents États membres et ce qu'ils espèrent tirer de ces accords. D'abord la Belgique, pour elle son intérêt est finalement celui qui était celui de la CECA, c'est-à-dire le charbon et l'acier. L'Allemagne et l'Italie, eux, voient un avenir prospère dans le marché commun. La France, elle, est davantage intéressée par Euratom, la coopération en matière nucléaire civile pour l'énergie. Et puis, on trouve d'isolé les Pays-Bas, puisqu'il s'agit d'un dessin néerlandais qui dénonce la création de la CEE. Selon lui, les Pays-Bas seraient finalement relayés là, comme un marque-page dans le livre des droits humains.
écrasé, et puis le vice-président de la commission et un petit chien qui se contente des restes. Le pouvoir est partagé entre une commission et un conseil des ministres, c'est-à-dire des institutions supranationales qui s'imposent aux États. Les décisions importantes doivent être votées à l'unanimité des 6 membres, les autres à la majorité qualifiée, c'est-à-dire un peu plus que la majorité absolue. Par exemple, en 1958, il fallait 12 voix sur 17, ces chiffres s'expliquant par le fait qu'un État dispose de plusieurs voix en fonction de son nombre d'habitants. Alors après ces débuts de l'ancêtre de l'Union européenne, qu'est la Communauté économique européenne, voyons les relances et les blocages qui se développent entre 1962 et 1969. Alors d'abord, je vous rappelle que la Communauté économique européenne, comme la CECA avant elle, comporte 6 membres. L'Italie et l'Allemagne de l'Ouest, la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. En 1963 et à nouveau en 1967, De Gaulle refuse l'entrée du Royaume-Uni dans la CEE, notamment en raison de sa proximité avec les États-Unis. En effet, l'adhésion d'un nouveau membre est une décision importante qui requiert l'unanimité. De Gaulle seul pouvait donc faire blocage. C'est ce qui est dénoncé dans ce dessin, sur lequel vous voyez la liste des conditions imposées par De Gaulle, des conditions fictives bien sûr, mais pour montrer le frein qu'il imposait à cette adhésion, avec l'idée que ces exigences soient impossibles à satisfaire de manière à ce que le Royaume-Uni n'intègre jamais la communauté économique européenne. Parmi ces conditions, on en voit qui sont plausibles, ou en tout cas qui font écho aux craintes réelles de De Gaulle, comme l'idée de la proximité entre les Britanniques et les États-Unis, ou l'idée que finalement, les Britanniques ne seraient jamais complètement engagés dans la communauté économique européenne, car ils auraient par ailleurs les possibilités de marché qu'offre le Commonwealth. Par ailleurs, on a des propositions plus ironiques, abolir l'anglais, conduire à droite, ériger 5000 statues de De Gaulle, qui bien sûr là sont ironiques. On voit dans ce texte la vision qu'a Charles de Gaulle de la construction européenne. Il dénonce ici ceux qui veulent une Europe supranationale, c'est-à-dire qui s'impose aux États. Pour lui, elle est impossible, car chaque peuple, chaque État a trop de spécificités qui l'amèneraient à ne pas pouvoir se confondre finalement en un État qui serait quasi fédéral. Il rejette également la question de l'adhésion de l'Angleterre, car, selon lui, et le Brexit montre qu'il n'a pas tout à fait tort, elle ne consentirait jamais à se dissoudre dans quelque utopique construction. De Gaulle préfère que l'amitié franco-allemande soit le moteur de la communauté économique européenne. C'est pourquoi en 1963 est signé en ce sens le traité de l'Élysée avec le chancelier de RFA Konrad Adenauer. Le couple franco-allemand reste moteur de la construction européenne malgré quelques difficultés aujourd'hui. On le voit ici avec Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt. Dans une image restée célèbre, François Mitterrand et Helmut Kohl lors de commémorations à Verdun. Gerhard Schröder et Jacques Chirac, qui semblent ici complices, bien que leur partenariat ait connu quelques difficultés en raison de leurs ports politiques opposés. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Angela Merkel et François Hollande, ici au moment de la marche républicaine contre le terrorisme, suite aux attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015. Et enfin, Angela Merkel et Emmanuel Macron. Il défend également une vision de l'Europe des États au sein de la communauté économique européenne, c'est-à-dire un projet unioniste en approfondissant avec une coopération diplomatique et de défense. Ce dernier projet est rejeté par les autres États membres de la CEE car il est clairement tourné contre l'influence des États-Unis et n'est pas assez fédéral, ce qui marque un nouvel échec d'une construction politique. Des membres de la Communauté économique européenne proposent d'étendre le vote à majorité qualifiée au Conseil des ministres, ce qui était prévu par les traités de Rome mais n'était pas appliqué au profit du vote à l'unanimité. Or, un changement aussi important dans le mode de décision nécessite un vote à l'unanimité puisqu'on fonctionne sur l'ancien système. Cette décision, cette proposition, se fait clairement contre De Gaulle qui bloque un certain nombre de décisions. De Gaulle s'y oppose donc et pratique pendant 6 mois la politique de la chaise vide, c'est-à-dire qu'aucun représentant de la France n'est présent dans les commissions, ce qui empêche toute prise de décision au niveau de cette communauté.
On le voit sur ce dessin, le véhicule de la Communauté économique européenne avec les 5 autres membres à bord ne peut avancer en direction du marché commun car De Gaulle, le 6e membre, est parti avec une roue dans le sens inverse. Le compromis de Luxembourg, signé en 1966, lui donne donc raison en retenant le vote à l'unanimité pour les décisions importantes, ce qui bloque durablement l'avancée d'une structure supranationale. Avec le départ de De Gaulle en 1969, les projets d'approfondissement et d'élargissement peuvent reprendre. C'est ainsi que Georges Pompidou annonce le projet d'un marché commun et d'une monnaie unique, mais le ralentissement économique en reporte la réalisation. C'est donc la fin de la première partie. Les 2 parties suivantes, qui constituent la fin du chapitre, feront l'objet d'une deuxième vidéo.